Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission centrée sur une question primordiale qui intéresse tout à chacun, qui intéresse évidemment tous les citoyens, la question de la santé et des nouveaux comportements sociétaux qu'elle induit. La santé évidemment sous toutes ses formes, la prévention, la consultation, l'engagement de l'entreprise aussi en matière de santé et de bien-être de ses collaborateurs. Alors pour en parler, Jean-Daniel Lévy, directeur du département Opinion d'Aris Interactive. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Eric. Et puis Nicolas Folikov, fondateur de CARE, solution en ligne qui permet au plus grand nombre d'avoir recours à une offre de soins n'importe où et n'importe quand. Nicolas, soyez le bienvenu. Merci Eric, bonjour. Alors si je vous ai demandé de venir tous les deux, c'est parce que CARE a lancé en partenariat avec Aris Interactive une étude fouillée pour comprendre justement les attentes des salariés en matière de santé et de bien-être au travail. Beaucoup de chiffres très éclairants que vous allez commenter tous les deux, messieurs. Mais avant de commencer, Jean-Daniel, peut-être un mot rapide sur la méthodologie. Et rapidement, en fait, deux populations ont été interrogées en parallèle, un échantillon de salariés d'un côté, un échantillon de décideurs de l'autre. Les salariés, 1500 salariés ont été interrogés et 200 décideurs ont été par ailleurs interrogés dans le cadre de cette enquête. Nicolas, une question pour attaquer cette émission. CARE, aujourd'hui, ça fonctionne comment? C'est quoi, tout simplement? CARE, c'est très simple. En fait, c'est une solution qui met en relation des patients et des professionnels de santé à distance. Donc, ça prend la forme de consultation médicale qui se passe en vidéo. D'un côté, vous avez un patient qui peut se connecter depuis son téléphone, sa tablette, son ordinateur, qui peut choisir son médecin, sa spécialité, son horaire. Et de l'autre côté, vous avez un médecin, généraliste, spécialiste ou un professionnel de santé qui peut consulter son patient, émettre, le cas échéant, une ordonnance, lui envoyer un compte-rendu de consultation. Donc c'est comme dans un cabinet, mais ça se passe à distance de façon sécurisée et fluide. Si ça se passe à distance et si CARE est présent sur le marché de la santé, ça veut dire que les comportements sociétaux face à cette question déterminante de la santé ont changé, se sont révolutionnés? Les comportements changent et l'offre médicale change. La démographie médicale évolue. Il n'y a jamais eu autant de médecins en France, contrairement à ce qu'on peut penser, mais il y a une raréfaction en fait, de l'heure médicale disponible. Le médecin d'aujourd'hui, il ne fait pas 90 heures ou 100 heures par semaine comme ses confrères un peu plus âgés. Il ne fait pas des visites à domicile jusqu'à 23 heures. Il va faire un peu de médecine de ville, il va donner des cours à la fac, il va faire un peu de régulation SAMU. Donc l'heure médicale disponible pour la médecine de ville, elle se raréfie. Et de l'autre côté, les besoins des patients augmentent. On a de plus en plus de besoins de prévention. Le patient, il veut être observant, comme on dit, il veut prendre sa santé en main, il se pose plein de questions, il va souvent sur Internet, il essaye même parfois de faire de l'automédication, donc il y a une inflation des besoins de santé et une raréfaction de l'offre médicale. Nous, on essaye de faire en sorte que les deux coïncident de façon plus fluide. Alors, l'étude, Jean-Daniel, cette étude Aris Interactive pour CARE, peut-on commencer à en voir les principaux enseignements? Un des principaux enseignements, c'est, enfin, vous l'avez indiqué en introduction, c'est qu'il y a une préoccupation majeure des Français et des salariés en matière de santé. Donc ça, c'est absolument clair. Ce qui constitue pour nous un point qui est un point tout à fait intéressant, c'est qu'on aurait pu considérer qu'il s'agit soit d'une dimension proprement personnelle, soit d'un rapport un peu traditionnel que l'on pourrait avoir à l'égard des différents acteurs de la santé. Et le fait qu'il puisse y avoir non seulement des pratiques qui soient appelées à se modifier face à ce vieux pays qu'est la France et qui peut s'ouvrir justement face à la digitalisation de la relation aux relations de santé, mais également indiquer que l'entreprise peut jouer un rôle dans le contexte justement non seulement du fait de pouvoir soigner, mais également prévenir en matière psychologique ou en matière physique les enjeux de santé, montre bien qu'il y a aujourd'hui un espace assez important face à des comportements qui ne sont plus forcément des comportements anciens en termes de pratique, mais également relativement nouveaux et qui sont assez ouverts de la part des salariés et de la part des dirigeants d'entreprise à l'égard de ces nouvelles modalités de diagnostic et de traitement. Alors on va commencer dans quelques secondes à dévoiler les chiffres principaux de cette étude, mais Nicolas, quand j'écoute Jean-Daniel Lévy, il a employé le mot d'entreprise. Aujourd'hui, les salariés, les collaborateurs ont de plus en plus envie, besoin, y compris sur leur temps de travail, de se soigner au sein de l'entreprise lorsqu'ils sont à leur poste de travail? Alors, pas nécessairement au sein de l'entreprise, parce qu'il y a besoin d'avoir un peu d'étanchéité entre votre vie personnelle, donc vos problèmes de santé personnelle et votre vie professionnelle. Les salariés n'ont pas envie que leur employeur sache s'ils consultent un dermato, un psy ou un gynéco. En revanche, ils estiment que c'est en partie la responsabilité de l'entreprise de leur donner les moyens d'avoir un accès plus simple et plus facile à la santé. Voilà. Face à des délais d'attente qui s'allongent, je pense qu'on va y revenir, le salarié n'a pas forcément envie de poser une demi-journée ou un RTT pour aller consulter, et il attend de son entreprise qu'elle lui permette d'accéder de façon digitale, en l'occurrence, à des solutions
complémentaire à la médecine traditionnelle pour gagner du temps. Alors commençons à regarder ensemble, si vous voulez bien, messieurs, ces chiffres. Et peut-être, je ne sais pas si vous avez ce premier chiffre, mais moi il m'a frappé la difficulté qu'ont parfois les Français dans leur vie quotidienne, par manque de temps, à avoir un rendez-vous avec un médecin, ne serait-ce qu'avec un médecin généraliste. Absolument. En fait, on voit que c'est un enjeu qui est un enjeu important, donc avec des horaires de travail de la part des salariés qui ont tendance à être plus importants que par le passé. Et puis, effectivement, quand on voit en fait, le fait de pouvoir avoir ne serait-ce qu'une date de rendez-vous qui apparaît comme étant pas trop éloignée dans le temps, pose problème aujourd'hui, d'une manière générale, aux Français, je serais tenté de dire, a fortiori aux salariés. Nous avons près de 70% des salariés qui disent aujourd'hui en fait, que obtenir un rendez-vous dans un temps qui leur apparaît comme étant raisonnable, n'est pas aujourd'hui une dimension qui est atteinte. On voit bien également que les horaires, et vous y faisiez référence tout à l'heure, les horaires de consultation qui sont ouverts pour pouvoir justement être en contact avec un médecin, ou le fait de soi-même avoir le sentiment qu'on manque un peu de temps, constitue des freins au fait de pouvoir rencontrer, échanger et être suivi par un médecin. Je regardais, et on va voir le chiffre, dans cette étude, 51% des gens qui ont été sondés, qui ont été interrogés par Harris Interactive, estiment qu'ils ont dû renoncer à consulter un médecin parce que manque de disponibilité, manque de temps. C'est un chiffre qui vous a frappé, qui vous a interpellé? Oui, c'est un chiffre qui malheureusement ne baisse pas, il a même plutôt tendance à augmenter. Et c'est à mettre en perspective avec le fait que justement on essaye, quand je dis on, c'est les pouvoirs publics, la puissance publique en général, essaie de promouvoir des logiques de prévention. Donc l'idée c'est de consulter avant la survenue du symptôme ou consulter pour recueillir au bon moment des bons conseils. Cette difficulté d'accès aux soins, elle est contradictoire avec justement cette promotion de la prévention. Et les solutions comme la nôtre, elles ont pour vocation aussi d'aider les salariés et les patients en général à être dans une démarche davantage préventive. Et donc oui, c'est inquiétant, c'est très inquiétant. Alors autre chiffre peut-être, Jean-Daniel, qui me frappe, qu'on va voir également à l'écran, c'est ce chiffre sur les attentes des salariés. Alors c'est une réponse qui est pleine de bon sens, parce que comme on entend souvent, si on n'a pas la santé, c'est pas la peine de revendiquer une question de pouvoir d'achat ou de stabilité dans son job. Ce chiffre, il est frappant. 62% des salariés que vous avez interrogés chez Harris Interactive estiment que la santé arrive évidemment en tête de leurs priorités. Il faut écouter ce chiffre. Oui, et sachant qu'en fait, il y a la santé, ou plutôt les santé. Ce n'est pas uniquement un aspect qui va être un aspect, on va dire, de ressenti à caractère physique. Il y a également en fait, des dimensions mentales ou psychologiques qui œuvrent et qui entrent en interaction avec la perception de ce que peut être aujourd'hui le fait de pouvoir se qualifier en bonne santé. On voit bien aujourd'hui que le rapport non seulement des Français, mais également des salariés à leur environnement proche fait apparaître de manière extrêmement forte la thématique de la santé, qu'il soit une santé physique ou une santé psychologique. Et même avec des termes qui étaient complètement inexistants dans le vocabulaire il y a encore ceci quelques années. On peut penser par exemple aux troubles musculo-squelettiques qui ont été portés, on peut le rappeler, par les pouvoirs publics initialement, mais qui sont aujourd'hui portés de manière relativement forte de la part des Français et de la part des salariés. Donc on voit bien que le cadre de l'entreprise, que d'une manière générale, ça n'est pas uniquement avoir une activité professionnelle, c'est pas uniquement avoir une activité qui est une activité de sociabilité ou d'utilité sociale, mais également un lieu où on va dire que la dimension de santé constitue un point qui est un point absolument essentiel. Une réaction sur ce chiffre, bon, on s'y attendait un peu, considérer que les Français au sens large, salariés ou pas, collaborateurs ou pas, ont comme principale préoccupation la santé, c'est une réponse pleine de bon sens, presque. Oui, absolument, ça ne me surprend pas, et c'est à mettre en effet en perspective avec le sentiment insidieux chez la plupart des salariés et des Français qu'il est difficile d'accéder aux soins, et en tout cas que c'est plus difficile pour eux que pour leurs parents ou qu'il y a une quinzaine d'années. Alors que leurs besoins de santé, dans la mesure où en effet ils ont une vie plus active, plus dense, ont plutôt tendance à augmenter. Donc c'est ce hiatus en fait qui pose problème. Mais Jean-Daniel, 82%, ça aussi c'est un chiffre frappant, de l'étude, 82% des gens interrogés estiment qu'ils ont dû prendre sur leur temps de travail pour consulter. Ils ont dû prendre sur leur temps de travail pour consulter. Oui, ou même parfois sur leurs heures de travail en tant que telles. Ça entre tout à fait en résonance avec le premier constat qu'on avait pu dresser. Il est plus, ou en tout cas il n'apparaît pas, moins facile que par le passé de pouvoir avoir accès à un professionnel de santé de manière un peu classique. Et donc dans ce contexte-là, on a du mal à avoir au moment voulu ou dans une zone qui apparaît comme étant relativement proche de l'endroit soit où on travaille, soit où on habite, accès
à un responsable ou une personne en matière de santé. Et donc dans ce contexte-là, effectivement, il y a ce lien sur le temps de travail et sur le fait qu'on soit obligé par moment de faire un choix entre soit travailler, soit consulter un professionnel de santé. C'est un écho qui a du sens quand vous voyez les chefs d'entreprise que vous rencontrez pour leur proposer la solution CARE. C'est quelque chose qu'ils entendent, alors non seulement évidemment pour le bien-être de leurs salariés, mais aussi peut-être si on consulte en étant sur le lieu de son travail, on est plus souvent au travail et donc peut-être qu'on accroît la productivité. Il y a exactement, il y a ces deux dimensions. Il y a une vraie responsabilité de l'entreprise et du chef d'entreprise qui se sent co-responsable en tout cas du bien-être de ses collaborateurs. Voilà. Et en effet, de façon un peu plus intéressée et immédiate, des salariés en bonne santé, ils sont plutôt plus productifs, ils prennent davantage d'initiatives, ils sont plus heureux au travail. Donc c'est aussi une façon d'attirer et de retenir les talents, à travers quelque chose de tangible. Ce qui me frappe, moi, c'est quand on leur propose la solution, ils adhèrent ou pas, la plupart adhèrent, et ils apprécient le fait que ça soit quelque chose de tangible. La capacité à consulter à distance, de façon dématérialisée, quand on veut, où on veut, c'est quelque chose de très fort, qui ressentent très fortement. Un chiffre aussi, Jean-Daniel, alors on ne sait pas si on doit prendre le chiffre dans sa globalité ou bien s'interroger sur ceux qui n'y adhèrent pas. 98% des décideurs, des chefs d'entreprise que rencontre Nicolas estiment évidemment que c'est de leur devoir de chef d'entreprise de faire attention à la santé. Non, je dis 98% parce qu'on peut se dire aussi qu'il y a 2% de décideurs ou de chefs d'entreprise qui ne se sentent pas concernés par la santé de leur entreprise. Comment est-ce que vous voyez les choses? C'est une façon de dire mes salariés restent au travail, donc évidemment ils sont plus productifs, ou bien c'est un comportement sociétal qui est en train de changer avec une prise de conscience des chefs d'entreprise qu'ils ont évidemment beaucoup à faire en matière de santé de leurs collaborateurs. Moi, je verrais plutôt le deuxième aspect, c'est-à-dire qu'on aurait pu être face à des chefs d'entreprise qui diraient « ça n'est pas de ma responsabilité ». Ma responsabilité, c'est de faire en sorte que mon entreprise fonctionne bien, qu'elle tourne bien, qu'il puisse y avoir une productivité, une efficacité, une croissance, un emploi potentiel, potentiellement la valorisation de différents acteurs qui ont des intérêts économiques dans l'entreprise et que tout ce qui relève justement du bien-être des salariés ou de leur satisfaction en matière de santé ne les concernerait pas. Là, on voit que ce n'est pas le cas. On voit que ce n'est pas le cas parce que ce n'est pas qu'un aspect, et vous avez utilisé le terme, ce n'est pas qu'un aspect qui est un aspect lié au travail, mais c'est une vraie dimension sociétale. Et on voit bien qu'à travers le quotidien, les Français, d'une manière générale, même parce qu'ils sont en dehors de l'entreprise, sont préoccupés en matière de santé. Ils sont préoccupés d'un point de vue physique, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue même plus global sur l'alimentation, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, etc. Donc qui renvoie justement à faire en sorte que quels que soient les sujets que l'on peut être amené à aborder d'une manière générale, la thématique de la santé vient souvent s'immiscer dans les représentations et dans les types de préoccupations que l'on peut avoir. Les chefs d'entreprise ne sont pas des citoyens différents fondamentalement des autres et se considèrent comme étant des acteurs potentiels à l'égard de leurs salariés ou dans le cadre de leur contexte professionnel. Donc je vais plutôt regarder les 98% plutôt que considérer les 2%. Mais ça veut dire, Nicolas, que si je consulte l'un des 30 spécialistes que CARE met à ma disposition, que ce soit pour des pathologies ou pour des aspects psychologiques ou même psychiatriques, ça veut dire que mon patron va savoir qui j'ai consulté, de quoi je souffre. Non, du tout, justement. En effet, les chefs d'entreprise sont convaincus qu'ils doivent permettre à leurs salariés d'avoir accès à des solutions de santé. En revanche, il n'y en a pas un qui nous dit « je veux savoir qui consulte qui ». Donc évidemment, pour répondre à votre question, tout est anonymisé. Un chef d'entreprise ne saura jamais que vous avez consulté un dermato ou un psy. Les deux. Ou les deux, oui. Et d'ailleurs, quand les collaborateurs s'inscrivent sur le service, pour le coup, 99% d'entre eux utilisent leur email personnel. Ils n'utilisent jamais leur email professionnel pour se créer un compte. Et vous parliez du comportement. C'est rare qu'ils consultent sur leur lieu de travail. Ils vont trouver une salle de réunion isolée, ils vont consulter entre midi et 2, ils vont consulter le matin chez eux, le soir, quand ils sont en déplacement. Mais vous n'avez pas forcément envie que vos collègues sachent que vous consultez et qui vous consultez. Donc il y a vraiment... il ne faut pas qu'il y ait de porosité entre la démarche santé, qui est très personnelle, versus mon entreprise co-responsable, mais à ma disposition un service qui me permet de consulter. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. Vous parliez d'évolution des comportements sociétaux tout à l'heure, Nicolas, face à la question de la santé. Qu'est-ce qui, d'après vous, a changé le besoin qu'on avait, j'allais dire historiquement, de voir son médecin de famille, d'être dans son cabinet, d'être rassuré peut-être par lui, et la possibilité que vous donnez de consulter en ligne des médecins. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce comportement-là a
totalement changé, totalement évolué? Alors d'abord, on n'est pas dans une logique d'opposition. Nous, on n'a pas pour ambition et pour vocation de remplacer votre médecin de famille et la médecine présentielle. On a une solution complémentaire. Mais ce qui a changé, d'abord, c'est la démographie médicale, on en parlait tout à l'heure. L'émergence de déserts médicaux, il y a, sur 36 000 communes françaises, il y en a 11 300 qui sont en situation de désert médical. Le désert médical, il n'est pas seulement rural, hein, il est de plus en plus urbain et périurbain. Paris centre-ville est un désert médical pour les médecins généralistes de secteur 1, par exemple. Donc il y a cette raréfaction de l'offre médicale disponible qui fait que le patient et le salarié va se tourner vers des solutions complémentaires ou alternatives comme la nôtre. Et après, je veux parler de l'inflation des besoins de santé. Le patient, il se responsabilise de plus en plus. Comme le disait Jean-Daniel, les enjeux de santé, de bien-être, de qualité de vie sont de plus en plus importants. Et donc il y a un besoin d'information croissant et un besoin de conseils. Aller sur un forum ou sur un site internet, ça ne suffit pas. On est quand même beaucoup sur le soin, en tout cas dans une logique d'incarnation. On a envie de parler à un professionnel, un expert, pour recevoir des conseils. Donc ça fait aussi évoluer les comportements. Évolution des comportements sociétaux, ça nous renvoie aux outils qui sont mis en place précisément pour consulter à distance. La téléconsultation, c'est un mot, bon, moi je l'emploie, je ne suis pas un expert en téléconsultation. Est-ce que dans l'enquête que vous avez menée, on a des chiffres qui montrent l'intérêt ou pas des patients pour la téléconsultation? J'ai cru voir passer un chiffre de 25%. Est-ce que ce chiffre est en évolution? Est-ce qu'il va se rapprocher de chiffres plus importants? Déjà, vous l'avez bien vu. C'est bien ce chiffre-là de 25%. Mais je vous avais dit que j'avais regardé avec beaucoup d'attention les résultats de l'étude. Voilà, qui s'initie aux pratiques numériques dans le cadre de l'entreprise. Alors, ça peut être la visioconférence, ça peut être les emails. Donc, le terme télé, donc ça renvoie à la dimension de distance en tant que telle. Donc, évidemment, il y a des pratiques qui sont des pratiques qui sont croissantes. Comme vous l'avez souligné, on est face à des Français qui vont avoir tendance à regarder de plus en plus les sites Internet, qu'on n'est pas non plus, d'une manière générale, en dehors de ces principes-là, dans des processus qui sont des processus d'opposition. Avant d'aller voir son médecin et même son médecin de famille, il n'est pas rare, il est même assez fréquent qu'on ait fait déjà préalablement un petit tour sur Internet, mais que malgré tout, la parole, qui est une parole d'autorité, soit celle qui au final, la décisionnaire, et sans qu'il y ait de remise en cause, mais qu'on a besoin de se rassurer d'un point de vue général. Deuxième aspect, on voit bien qu'à l'égard de beaucoup d'aspects concernant la vie quotidienne, les pratiques et la digitalisation des pratiques a tendance à s'accroître. Ça peut être la relation avec la banque, ça peut être la relation avec l'assurance, voilà. Et donc, avec un certain nombre d'acteurs qui, il y a encore une vingtaine d'années, étaient vraiment uniquement dans des relations de face à face et là qui ont tendance à se digitaliser. Ça traverse également d'autres types de pratiques, dont les pratiques médicales en tant que telles, pas forcément toutes, mais en tout cas en partie. Et on voit bien qu'aujourd'hui, un quart, effectivement, des salariés disent « j'ai tendance à pouvoir m'initier justement à cet aspect qui est un aspect de pratique numérique en tant que tel ». Moi, ce qui me frappe le plus, si vous me permettez, c'est le fait qu'il puisse y avoir un autre acteur complémentaire qui puisse agir. Et cet acteur, c'est l'acteur de l'entreprise. On a tendance dans un pays qui est un pays très étatique, on a tendance dans un pays qui a tendance à valoriser ce que peuvent être les partenariats, les relations sociales d'un point de vue général et les partenaires sociaux, à considérer que l'entreprise n'est pas toujours le bon acteur pour pouvoir s'immiscer dans une dimension qui est une dimension à la limite justement de la vie privée. Et pour autant, d'un point de vue d'opinion, et vous l'avez indiqué d'ailleurs à travers un certain nombre de pratiques, d'un point de vue d'opinion, les salariés disent oui que l'entreprise peut jouer un rôle dans ce contexte-là, qui est un contexte de la digitalisation ou de forme de télémédecine ou de pratique d'un point de vue global. Donc, dans ce contexte-là, le fait qu'il puisse y avoir des entreprises qui le proposent est apprécié de la part de 7 salariés sur 10 que nous avons été amenés à interroger. Oui, Nicolas Folikov, parce que si 25% des salariés, si j'ai bien lu l'étude, ont déjà des pratiques numériques en matière de santé, d'après cette étude, 70% des salariés consultés demandent en fait la possibilité de consulter à distance. Donc il y a encore beaucoup d'écart entre ceux qui pratiquent et ceux qui souhaiteraient que dans le cadre de leur entreprise, on mette à leur disposition des solutions digitales et numériques pour faire attention à sa propre santé. C'est exactement ça. En fait, on est dans une logique de transition. Les mentalités évoluent, donc les mentalités, elles évoluent un peu plus vite que les comportements. L'innovation, elle précède toujours le changement. Et on est complètement dans cette période-là d'accompagnement. Et nous, notre job, notre métier, c'est de faire en sorte d'accompagner et les patients et les professionnels et donc les entreprises à évoluer en matière de comportement pour faciliter l'accès aux soins. Mais c'est complètement ça. On est dans une logique où
il y a une dimension affinitaire et une intention qui est clairement exprimée. Après, il faut passer à l'acte de comportement et d'usage du service. Au quotidien, Nicolas, au quotidien, dans les consultations qui sont prises par les salariés ou les collaborateurs, vous voyez cette évolution en termes de consultation, quelle que soit la spécialité? Vous avez un ou deux chiffres à nous donner? Oui, en fait, en termes d'usage, nous, on traite les patients de façon indifférenciée. C'est-à-dire que le patient d'une entreprise, il ne va pas être traité différemment du patient lambda qui habite à Carpentras. Voilà. Mais en termes d'usage du service, on est à peu près sur les mêmes tendances. C'est-à-dire qu'en moyenne, un patient, qu'il soit collaborateur ou pas, va téléconsulter 3 à 4 fois par an sur CARE. Voilà. Donc on ne consulte pas moins ou davantage en entreprise, les comportements s'alignent en fait. Voilà. Là, vous parliez de désertification médicale, évidemment, ça c'est un des mots dont le pays souffre. À la fin du numerus clausus, par exemple, dans les études médicales, est-ce que c'est pour vous un sujet d'interrogation, c'est-à-dire le fait que va se réduire peut-être cette désertification médicale? Ça va prendre du temps. Voilà, ce qui est en jeu, c'est pas seulement le nombre de professionnels de santé, c'est aussi les établissements de santé. Vous avez vu les polémiques récentes sur des fermetures d'hôpitaux et de maternités, voilà. Mais il faut avoir conscience de certains chiffres. Hein. Le délai d'attente moyen pour un spécialiste en France, c'est 60 jours. C'est par exemple 120 jours pour un ophtalmo. Des ophtalmos diplômés, il y en a 80 par an en France. Donc là, j'ai cru comprendre qu'on allait passer à 120. Mais vous voyez qu'il va falloir quand même du temps. Il va falloir du temps. Donc c'est pas non plus un remède miracle, le numerus clausus. Ça participe de cette évolution. Ce qui est important, c'est de donner aux patients et aux médecins des nouveaux outils et des nouvelles solutions pour consulter plus facilement. Je pense que voilà. Ce qui va nous permettre de réduire cette fracture sanitaire, c'est aussi ça. Vous avez le sentiment, Jean-Daniel, que l'État, qui est évidemment toujours à la recherche de budget, va continuer à fermer des hôpitaux, des maternités? Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous avez réfléchi? Je crois que le président de la République a déjà indiqué en fait, que d'ici la fin du mandat, ça ne serait plus tout à fait à l'ordre du jour d'ici la fin de 2022. Ce qui est absolument certain, c'est qu'on voit bien les réactions qui peuvent exister de la part des Françaises et des Français qui sont souvent un peu ambivalents. C'est qu'ils vont appeler effectivement à ce qu'il puisse y avoir une plus grande efficacité, ils vont appeler à ce qu'il y ait une plus grande rapidité dans la prise en charge, on le voit bien d'ailleurs dans cette forme d'enquête, et puis on a besoin d'avoir quand même des lieux physiques qui existent, également parce qu'il y a une dimension symbolique ou d'attractivité du territoire, ou d'identité, parce que c'est l'endroit où ses enfants sont nés, où ses parents éventuellement ont reçu un certain nombre de soins. Mais comme souvent, les Français peuvent dire deux choses dans un même élan. Ils peuvent dire qu'ils sont attachés à des dimensions physiques, ils sont attachés à une relation qui va être une relation personnelle, et puis parfois, pour certains aspects qui peuvent apparaître comme étant relativement anodins, ou des processus de réassurance, ou éventuellement des aspects où on n'a pas forcément besoin de se confier complètement ou d'avoir une histoire médicale, se dire qu'il y a d'autres types de pratiques qui peuvent exister, et qui sont ces pratiques, notamment de la télémédecine ou d'une consultation qui peut être une consultation à distance. On a besoin évidemment d'être rassuré, on a besoin d'être sécurisé d'un point de vue général, et on voit bien ce que vous indiquez, c'est-à-dire qu'on peut le faire sur son lieu de travail, mais on ne va pas forcément mettre son adresse d'entreprise, mais plutôt son adresse email privée dans ce contexte-là. Donc voilà, attachement fort à la santé, dimension territoriale qui est une dimension absolument importante, débat sur les déserts médicaux qui existent, et dans un même élan, l'idée de se dire, je peux très bien aller sur un site internet pour regarder un petit peu, éventuellement m'auto-médiquer, si vous me permettez cette expression dans certaines circonstances, ou potentiellement consulter différentes personnes, différents médecins à travers des outils qui peuvent être mis à la disposition des Français et des salariés. Intuitivement, Nicolas, mais je me trompe sans doute, intuitivement, on se dit que les populations digitales natives, celles qui sont nées avec l'émergence exponentielle du digital, sont plus enclines à avoir recours à ce type de service que peut-être les populations les plus âgées. C'est intuitif ou je me trompe complètement? Les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de surreprésentation des populations jeunes par rapport aux autres. Et c'est vrai en termes d'usage et de consommation. Le patient qui aura tendance à consulter le plus, si je parle en termes de sociodémo, c'est plutôt la mère de famille, donc qui peut être, et qui est souvent salariée d'ailleurs, et femme active. Elle va gérer les dépenses du foyer, c'est elle qui va gérer notamment la santé des enfants, qui va être davantage dans une logique de prévention. Donc on a beaucoup ce type de population. Et après, en effet, on a des jeunes actifs qui démarrent dans la vie active, donc qui sont sortis du foyer familial, qui n'ont souvent pas de médecin traitant. Hein, dans les 10% de Français qui n'ont pas de médecin traitant, la moitié sont des jeunes. Voilà. C'est parfois des jeunes qui n'ont pas consulté un médecin physique en cabinet depuis 2, 3, 4 ans. Vous avez des jeunes femmes qui n'ont pas vu un gynéco depuis 5 ans. Bon. Et donc, eux, en effet, ils ont un rapport plus immédiat et plus désinhibé à la médecine à distance. En effet. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres, Jean-Daniel, qui mériteraient qu'on
qu'on les commente dans cette étude, je le rappelle, d'Harris Interactive, et qui évidemment par définition sont liées à la santé, au bien-être, au travail, mais pas que, puisqu'on l'a dit, hein, c'est à la fois des salariés, mais aussi des citoyens, entre guillemets, lambda, qui peuvent avoir recours à ce type de téléconsultation. Peut-être, vous avez fait référence tout à l'heure à 98% en fait, des dirigeants d'entreprise qui disaient qu'ils avaient le sentiment d'entreprendre ou d'être attentifs aux préoccupations en matière de santé de leurs salariés. Il y a les 11%, ces 11% de même décideurs, dirigeants d'entreprise, qui considèrent en fait que leurs salariés ont eu aujourd'hui objectivement accès à un service de téléconsultation médicale. Donc on voit bien le gap qui peut exister entre, d'un côté, une incitation qui est perçue à travers différentes modalités de la part des décideurs, et de l'autre, en parallèle, la perception qu'il peut avoir que les effets ne sont pas toujours en fait, suivis de la part des salariés en tant que tels, dans un contexte où le constat de départ est un constat assez partagé. C'est qu'on n'a pas le sentiment aujourd'hui en tant que dirigeant d'entreprise que les salariés exagèrent. On pense que de manière générale, en tant que dirigeant d'entreprise, c'est toujours mieux s'ils sont concentrés à leur tâche plutôt que s'ils doivent être distraits, et avec probablement, que nous on l'identifie dans le cadre de l'enquête, mais que les dirigeants doivent avoir également, qu'à un moment il faut, même sur son lieu de travail, parfois un peu, s'éclipser, soit pour avoir un rendez-vous professionnel, soit pour gérer, c'est-à-dire prendre des rendez-vous, essayer d'avoir un suivi, essayer d'avoir un retour, etc., qui se passe souvent dans le cadre du temps de travail en tant que tel, et qui peut avoir une incidence sur la productivité et sur l'efficacité que l'on peut avoir dans le cadre de son activité professionnelle. Évolution au comportement sociétal, bon, c'est un peu le cap, la ligne dont on parle depuis le début. À votre sens, Nicolas, quels sont les plus réticents ou qui posent le plus de questions lorsque vous développez les services de care? Est-ce que ce sont les médecins? Est-ce que ce sont les chefs d'entreprise? Quel accueil vous recevez? Comment ça se passe concrètement? D'abord, ça change beaucoup et ça change assez vite. C'est-à-dire que la courbe d'adoption dont on parlait tout à l'heure, elle évolue très vite. Elle évolue d'ailleurs encore plus vite chez les médecins, qui sont maintenant majoritairement favorables à la téléconsultation. Mais ce qu'on constate par exemple, c'est qu'on pourrait penser que les jeunes médecins sont plus affinitaires que les médecins plus âgés, mais en fait c'est le contraire. Le jeune médecin, il a besoin d'éprouver sa pratique, cliniquement, physiquement, et il n'est pas toujours très favorable à poser un diagnostic à distance, par opposition aux médecins plus expérimentés, qui a 20 ou 25 ans de pratique, qui lui se sont beaucoup plus capables de le faire à distance. Voilà. Et côté chef d'entreprise, en fait, ça dépend beaucoup de l'état d'esprit de l'entreprise. C'est vrai que dans une entreprise qui est habituée à donner ce qu'on appelle des bénéfices en nature, ou qui est très regardante sur la qualité de vie au travail, on va retrouver un écho plus favorable et une rapidité dans la prise de décision par rapport à les organisations un peu plus conservatrices sur ces sujets. Mais globalement, cette courbe d'adoption et cette mutation, cette évolution des comportements et des attentes, on la constate de façon assez uniforme. Et la réaction de la puissance publique au sens large, que ce soit le ministère de la Santé ou d'autres, on se dit intuitivement, mais là aussi peut-être que je me trompe complètement, on se dit bien le développement de ce type de services en ligne, c'est une solution presque rêvée pour la question de la santé au sens large et des budgets qui sont rares et donc chers dans notre pays. Oui, alors là, je vais vous faire une réponse de Normand. Il y a quelque chose de très notable et de très encourageant qui est le fait que ces téléconsultations, donc ces consultations à distance, elles sont maintenant éligibles au remboursement et donc à la prise en charge par la Sécurité sociale. C'est très récent, ça date du 15 septembre. Donc il y a eu une inflexion majeure de la Caisse nationale d'assurance maladie et des syndicats de médecins libéraux qui ont négocié cet accord. Et dans le plan santé d'Emmanuel Macron, il y a en effet l'encouragement de ce genre de solutions. La deuxième partie de la réponse, c'est qu'on veut que ça soit fait en relation avec des structures territoriales. C'est-à-dire que le patient, une fois qu'il a téléconsulté, il doit pouvoir être orienté vers une structure territoriale. Donc ça veut dire qu'il faut des services publics Il faut des services publics. Et voilà, et toute l'ambivalence du sujet, c'est est-ce que c'est la responsabilité d'opérateurs privés comme nous d'ouvrir 5, 10, 15, 20, 100 structures locales, ou est-ce que c'est le rôle de la puissance publique? Je pense que les rôles doivent être un peu partagés. Voilà. Emmanuel Macron a dit qu'il y aurait 1000 CPTS, donc des communautés territoriales de soins, à horizon 2022, il y en a à peine 100 aujourd'hui. Voilà, donc le chemin reste long. Nous, on va essayer d'y contribuer modestement, mais on ne veut pas se substituer à la puissance publique, ce n'est pas notre rôle. C'est-à-dire que c'est une structure sur ce développement sur lequel vous pourriez vous appuyer. Ah, exactement, c'est complètement l'idée. L'idée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'être en complémentarité avec l'offre de soins territoriale. Voilà, on ne veut pas être un service hors sol. Idéalement, on veut que les médecins, et c'est le cas aujourd'hui, tous les médecins qui consultent sur CARE, ils ont aussi une activité clinique de cabinet, donc ils peuvent recevoir des patients dans leur cabinet. Et on est dans une logique d'alternance. La semaine prochaine, ce n'est pas la peine de passer au cabinet. Dans le cadre du renouvellement de votre traitement, monsieur, on pourra faire cette consultation à distance. Mais l'idée, c'est de garder ce lien physique. C'est une source d'économie ou pas pour la sécurité sociale ?
Là aussi, il faut être un peu prudent dans les comparaisons, mais quand vous regardez par exemple les pays scandinaves qui sont un bon exemple, puisqu'ils ont démarré la télémédecine entre 2014 et 2016, donc il y a un peu plus de recul, avec un financement public et pas assurantiel ou privé comme aux États-Unis ou en Suisse, on constate grosso modo une diminution des dépenses de santé d'environ 15%. Parce qu'il y a un peu plus de consultations, donc de téléconsultations. Par contre, il y a des grosses économies qui sont faites sur le transport sanitaire et l'hospitalisation, dans cette logique de prévention. Si les gens consultent plus tôt et qu'on leur apporte des réponses plus tôt, ça va a priori générer moins d'hospitalisation et moins de pathologies lourdes. C'est tout le sens en fait de cette démarche de prévention. Et dans ce cadre-là, nous on est convaincus que la téléconsultation et les solutions digitales en général, elles ont un vrai rôle à jouer. Jean-Daniel, pour terminer, peut-être un petit mot, 2 phrases, 3 phrases de conclusion. Si on devait retenir un sentiment, un enseignement majeur de cette étude Harris Interactive pour CARE, en 2 phrases, vous diriez quoi? Les Français ne sont pas des indécrottables conservateurs, et donc ils sont prêts à changer. Ils sont prêts à changer pour des sujets qui sont des sujets importants, même essentiels, qui est la question de la santé. Ils peuvent même considérer, donc, que la digitalisation des relations avec un certain nombre de praticiens peut avoir son importance, et que l'entreprise peut jouer un rôle également dans ce contexte-là. On ne compte pas que sur l'État, on ne compte pas que sur les partenaires sociaux, et même sur des sujets aussi importants que cela, un acteur tel que l'acteur de l'entreprise peut jouer un rôle qui est accueilli favorablement de la part des salariés. Même exercice, pour terminer, Nicolas Volikoff, fondateur de CARE, en 2-3 phrases, si vous deviez résumer, synthétiser, améliorer le débat qu'on vient d'avoir ensemble, vous diriez quoi? Non, je dirais qu'il faut à la fois aller vite, mais pas trop vite. On ne pourra jamais se substituer aux Français et à la façon qu'ils ont d'utiliser ce service. Donc on doit être dans une logique de pédagogie et d'accompagnement, et pas dans une logique de contrainte et d'injonction. Donc il faut accompagner le mouvement, il faut expliquer, être dans un discours de preuve, montrer que ça fonctionne, que ça marche, et que ça a un impact direct sur la performance de l'entreprise. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir suivi cette émission centrée sur la question primordiale et en constante évolution de la santé, avec tous ces comportements sociétaux que nous avons essayé de vous faire partager grâce à cette étude Harris Interactive. À bientôt pour de nouvelles émissions dans le studio Victoire. Merci.